Et merci à FOP déjà de m'accueillir pour pouvoir présenter cette roadmap. Hop. Je m'appelle Fabien Moreau, je suis VP Engineering chez PrestaShop. Alors, à quoi correspond mon métier? En fait, je m'occupe d'une partie de la tech chez PrestaShop. Il y a quelques temps, je m'occupais de la partie partner. Sur la partie partner, il y a peut-être des outils qui vont vous parler, entre autres le validator et les dernières avancées sur le validator. Et puis, eh bien, on a décidé en fait de partir sur des sujets solutions. Alors quand je dis on, parce que je voudrais citer ma binôme Paul Morizot, qui est dans le public, on peut applaudir aussi. Et je travaille aussi avec quelqu'un que vous connaissez tous. Il paraît que c'est un jour important pour lui. Je crois qu'il s'appelle Dimitri Mouillard. Je pense qu'on peut lui souhaiter un bon anniversaire aussi. Alors je travaille dans la tech, donc cette conférence elle va être tech. J'espère que je ne vais pas décevoir du monde, parce que je vais commencer par un petit disclaimer, si ça veut bien se mettre à jour. Voilà. Cette présentation n'est pas une roadmap logicielle de PrestaShop. C'est pas un engagement de résultat et c'est pas un consensus technologique. Alors c'est quoi cette conférence? Cette présentation en fait, elle explique les tenants et les aboutissants techniques et les différentes évolutions technologiques qu'on voudrait pour notre logiciel. Donc pour les techs qui sont dans la salle, ça va un peu plus leur parler sur la partie PrestaShop et Core en tant que tel. J'ai beaucoup de messages à vous passer, donc j'ai pris quelques petites notes. Quand on m'a demandé de faire une conférence en fait pour PrestaShop et EvoFopD, je me suis demandé ce que je pouvais vous apporter comme nouveauté, comme feature. Et en fait, je me suis dit que, étant petit nouveau en fait sur cette partie-là, forcément dans mes attributions, je me suis dit qu'en fait, j'étais aussi un de ses premiers clients. Et comme tout client depuis de nombreuses années, je me demande en fait quelles vont être les nouvelles features cool. Est-ce qu'il y a des bugs qui vont être corrigés? Est-ce que ça va pas être la galère en fait pour migrer mon PrestaShop vers une version ultérieure? Ce que je vous propose en fait, c'est qu'on en discute tous ensemble sur ce futur de PrestaShop. Donc je vous propose d'imaginer en fait aujourd'hui le PrestaShop de demain. Cette vision, en fait, cette présentation, c'est une vision qui se nourrit au jour le jour, qui se nourrit des interactions que je peux avoir avec mes collègues. Mais j'espère qu'il se nourrira et qu'il s'est déjà nourri en fait hier des interactions que j'ai avec vous. Et je compte sur votre contribution là-dessus. Cette présentation, elle intervient aussi à un moment assez crucial pour PrestaShop. Je pense que vous l'auriez compris avec Olivier et Clément. C'est qu'on a un besoin de réinvestir en fait énormément sur notre corps. Pour ça, au niveau de nos équipes, on a créé ce qu'on appelle un End-to-End Ownership Agreement. C'est-à-dire que nos équipes tech, par exemple l'équipe de PrestaShop Checkout, n'est plus incentivée directement juste sur PrestaShop Checkout. C'est-à-dire que cette équipe-là va s'occuper chez PrestaShop de toute la verticale paiement dans l'entreprise. L'objectif, il est simple. On a parlé d'effectifs de PrestaShop sur le corps. Le but est d'augmenter de manière assez considérable en fait, les préoccupations de développement sur le corps de PrestaShop vis-à-vis de l'entreprise. Alors ces enjeux d'organisation, ils servent un objectif de réinvestissement dans le corps, étant donné qu'il faut savoir qu'en fait 20% aujourd'hui des issues sont traités par la communauté avec le projet Hummingbird et que le seul levier en fait de financement de PrestaShop Core, c'est l'entreprise PrestaShop SA. On passe à la suite. Donc, je vous propose d'aborder en fait quelques axes d'amélioration. Tout d'abord, on va parler de Seamless Upgrade, de Cloud Native, du socle technologique en tant que tel. On va faire un petit zoom. D'un principe de Secured Customization et un peu de Headless. Qui n'a jamais rêvé de lancer une mise à jour, prendre son café, faire son café, revenir à son poste de travail et de se dire que son PrestaShop était migré, aucun module cassé, mon front-end est nickel,
Et je peux continuer. Malheureusement, nous sommes forcés de constater que, en fait, nous sommes lors de ce statut, qu'on est un peu seul dans ces moments-là. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a des raisons originelles. C'est que le software, il s'est vu ultra customisable. C'est même l'ADN, en fait, de notre logiciel. Sauf que autoriser, par exemple, les overrides du logiciel, ça ouvre inévitablement, en fait, la porte aux collisions. Et en fait, ça évite tout espoir de faire évoluer le socle de manière standard. Retrouver une base initiale dans notre software, ça nous permettrait de calculer les différences, en fait, entre les anciennes et les nouvelles versions, et de proposer des scénarios de migration. Côté développement et roadmap, on évolue déjà dans ce standard. On a mis en place, il y a quelques années, une migration sur des principes CQRS dans nos développements. Ça permet de dissocier les actions de lecture et d'écriture, et ça encapsule le code afin de limiter en fait no breaking change. L'objectif, en fait, c'est de prolonger les compatibilités de manière plus étendue sur les versions et d'éviter le fractionnement des versions qu'on peut subir aujourd'hui. Le but, c'est de permettre à long terme de faire des modifications sur les modules et de pouvoir passer facilement en fait, d'une plage à l'autre. Sur ces modules, justement, la mise en place des interactions avec le CMS, elle doit aussi être travaillée. Aujourd'hui, nos modules utilisent un CMS en actionnant différentes fonctions qui se doivent de changer à tout moment. Une surcouche logicielle, elle doit permettre des interactions contrôlées avec une nomenclature, un support de migration, et ça doit être pérenne dans le temps. On en est loin aujourd'hui. Ça doit passer par des fonctions encapsulées. Ça doit passer par des fonctionnalités beaucoup moins natives avec le software, comme l'ORM ou la gestion d'une requête curl. Ça entraîne aussi un changement de paradigme au niveau de la gestion en fait, de nos changements de version. On a voulu par le passé ne laisser aucune version sur le bord de la route. Nos efforts ils se portent souvent sur des problématiques de rétrocompat. Donc nous devons toujours prendre en compte en fait, cette fragmentation de version, qui est un effort louable, mais aujourd'hui, ça nous provoque une certaine inertie. Vouloir à tout prix gérer les versions fait nourrir cette rétrocompatibilité. Si aujourd'hui, on apporte des solutions technologiques à notre corps, pourquoi je migrerais? Ça coûte cher et des fois, c'est impossible. Cette fragmentation de version, elle impose aussi des problématiques de sécurité. PrestaShop, sur ces différentes versions, est soumise à des versions de PHP qui ont été patchées, qui ont été supportées et qui ne le sont plus. Si je suis sur une vieille version, je vais avoir des problématiques de sécurité associées. Sur cette gestion de modules, au niveau de cette gestion des interactions, on a rappelé les principes CQRS de tout à l'heure. Il va falloir retravailler aussi les interactions pour que les modules soient de moins en moins intégrables ou proposent de plus en plus d'overrides en fait, dans le corps, de moins en moins d'overrides dans le corps. Un mot sur le cloud native. Pourquoi je parle de cloud native dans cette présentation? Le cloud native, c'est pas un gros mot. Cloud native, ça veut surtout identifier un logiciel qui est capable de se réinventer, d'innover et de répondre à des besoins potentiellement inaccessibles aujourd'hui. Quand je parle de cloud native vis-à-vis de PrestaShop, c'est que je parle d'un logiciel qui est malléable et agnostique de son environnement. Pourquoi cette ambition? Tout simplement parce qu'il mène à certaines fonctionnalités qui nous seraient bien utiles pour la stabilisation du code. On a besoin avec PrestaShop d'avoir un couplage logiciel beaucoup plus faible, moins lié à son système de fichiers et beaucoup plus exportable. Pourquoi? Ça pourrait répondre par exemple à des problématiques de scaling. Je ne sais pas s'il y a des utilisateurs par exemple de solutions d'hyperscaler aujourd'hui dans la salle. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé par exemple avec AWS des solutions PrestaShop sur de l'Elastic Beanstalk par exemple. Il y a une gestion de session qui est
absolument désastreuse, étant donné qu'on a une préhension sur le système de fichiers qui est beaucoup trop forte. Je vous propose maintenant de passer sur le socle technologique et sur les améliorations qu'on aimerait bien développer. La première, c'est l'ORM. La relation à notre base de données relationnelle, elle est incomplète, elle est perfectible, tant sur sa composition que sur son indexation. Mais de manière générale, non couverte par un ORM comme doctrine. Si une initiative existe bien au niveau du projet, on aimerait poser en fait ce projet d'ORM aussi loin que possible dans nos prochaines versions. Il y a 3 objectifs pour ça. L'objectif numéro 1, c'est de pouvoir automatiser au maximum les optimisations de schémas. L'indexation, l'obsert, la lecture sélective et contextuelle des données, et donc d'en améliorer la performance. L'objectif numéro 2, c'est aussi de développer une certaine indépendance avec les technologies de base de données. Parler pas forcément d'une préhension à la base de données, mais de la notion de driver. Et l'objectif 3, ça serait de normaliser les interactions, surtout celles des modules avec la base de données. Aujourd'hui, on a trop de fonctions natives dans les modules qui interagissent en fait avec notre PrestaShop. Au lieu de passer par des fonctions PSQL, par exemple, on pourrait interdire ces appels de bas niveau et on proposait un framework en fait, d'ajout de données complémentaires et de gestion des interactions. Ce sujet, on le sait, c'est un des plus importants en termes de volumétrie. C'est colossal. Ceux qui connaissent le nombre de lignes de la classe produit de PrestaShop le savent. On est à plus de 1500, je crois. Cette réécriture, elle est lourde et pas tenable en fait juste pour une entreprise comme PrestaShop par rapport à la valeur ajoutée. Donc elle ne pourra pas se faire sans contribution. Le système de fichiers. Alors pour les CMS, ça a toujours été une problématique, les systèmes de fichiers et les écritures. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des utilisateurs de Joomla ou de WordPress dans la salle. Enfin, de WordPress, je pense, mais de Joomla. On connaît la fameuse classe WP Upload, où on se retrouve avec des fichiers PHP directement dedans. La gestion des écritures, ça a toujours été extrêmement compliqué. Ce qu'on souhaiterait, déjà, et à moyenne échéance, c'est de créer une fonctionnalité justement de création de gestionnaire en fait, de fichiers. Que ce soit pour de la création, j'ai besoin de créer un cache, j'ai besoin de créer un fichier JSON, j'ai besoin de le placer quelque part. Mais aussi créer des répertoires qui sont identifiés en tant que tels, flaggables. C'est-à-dire que si je vais faire une migration d'une version à une autre, j'ai déjà identifié, le logiciel a déjà identifié en fait que ces répertoires ne devront pas bouger ou devront être sectorisés lors de ces mises à jour. Et puis, wrapper justement ces fonctionnalités, ça nous permettrait aussi, dans un cadre de sécurité, de pouvoir faire des diffs, des checksums, ou ce genre de choses qui nous permettraient justement d'éviter d'avoir des fichiers PHP impromptus qui se baladent dans des répertoires. Sur les modules et dépendances, on passe trop souvent par des fonctions natives du langage en 2024, et donc non encapsulées par une logique fonctionnelle. Les drivers de base de données, par exemple. Il manque donc des mécanismes de contrôle qui permettraient d'être rapidement impactants dans les mises à jour, où on pourrait factoriser de la logique. Et on pourrait aussi, du coup, empêcher le déploiement de mauvaises pratiques. Par exemple, dans le cadre de SQL, le manque de sanitisation de nos variables, qui est aujourd'hui, sur la partie sécurité, plus de 80% de nos retours de sécurité. Les frameworks l'ont bien compris, comme Symfony, et mettent à place des librairies pour gérer les fonctionnalités essentielles du logiciel. On a Guzzle, Symfony HTTP pour les surcouches de la partie curl, du JMS Serializer. Alors je ne sais pas ceux qui connaissent le JMS, les modules JMS, mais j'étais très fan de Schmidt-Joe à une époque, pour les parties sérialisation et contexte, Doctrine pour les interactions de base de données, et bien d'autres. La migration Symfony. Initiée, non terminée. On est à peu près sur un 70-30, 80-20 sur cette migration. Et cette migration,
elle est aussi perfectible. On a parlé de doctrine comme ORM et de son utilisation, qui est un chantier colossal et qui ne se fera sûrement qu'a posteriori de cette migration. On parle aussi des vues. Aujourd'hui, on a toujours un menu qui est en Smarty et en Twig en même temps. Et puis, on a aussi peu d'utilisation en fait, du framework MVC. On a trop de logique qui est encore imbriquée dans nos vues. Le but, c'est d'utiliser en fait la fin de cette migration Symfony comme momentum pour justement décorréler toute cette logique. Pour éviter d'en avoir le moins possible, on l'a fait sur les efforts sur les form types par exemple. Le but, ça serait d'avoir un bon modèle MVC pour permettre, entre autres, d'avoir des renderings qui soient, par exemple, dynamiques. Et de pouvoir, par exemple, décorréler la partie back-office, front-office, et gérer une meilleure gestion de la vue. La Secured Customization. La Secured Customization dans PrestaShop, c'est un élément crucial pour les intégrations des futures boutiques et pour gérer la stabilité du système dans les prochaines mises à jour. Ça permet en fait de modifier le logiciel dans un cadre protégé en utilisant des pratiques de développement sûres et en respectant des règles interdisant les réécritures dans les modules. J'ai parlé par exemple tout à l'heure du pattern CQRS. Tout le monde sait ce que c'est CQRS? Non? Vous voulez un rappel ou pas? Ok. En adoptant cette approche, la personnalisation effectuée dans PrestaShop respecte les normes de développement établies, ce qui garantit que les modifications, en fait, elles restent compatibles. Sans cadre dans la personnalisation, on pourrait avoir un système beaucoup plus sévère sur la gestion en fait, des codes sources, sur les modifications et les personnalisations. On pourrait se dire supprimer par exemple la partie override pour éviter qu'on ait moins de modifications et moins de problématiques en fait, de collision. On sait que c'est impossible aujourd'hui, mais on aimerait apporter des solutions intermédiaires. Ça passe aussi par la publication de hooks, d'acceptation de hooks aussi. Au niveau de la Secured Customization, on l'a développé en 4 axes. Donc l'architecture modulaire dont je viens de parler, mais aussi la mise en place en fait, d'API étendues dans l'arrivée de PrestaShop 9 et dans le rajout de endpoints pour que les interactions se fassent par API et pas directement par code. Un cadre de développement standardisé pour proposer des fonctionnalités, des outils spécifiques dans la création de modules et de thèmes compatibles avec PrestaShop. Et un système de gestion des extensions pour améliorer en fait les interactions, que ce soit dans l'indépendance des modules entre eux, dans la gestion de leur dépendance. Aujourd'hui, on a des problématiques de collision de dépendance et on aimerait trouver une stratégie qui permettrait justement d'avoir moins de dépendance des modules entre eux sur leur propre dépendance. Et puis on a le headless, qui est une fonctionnalité qui est entraînée en fait via la migration de Symfony aussi, sur la modification en fait et la factorisation de logique entre un contrôleur et une vue. Le but serait d'avoir en fait de mettre en disposition un espace directement pour la création par exemple de thèmes avec des vues enrichies et de garder cette factorisation de logique directement dans le contrôleur. Le but aussi, ça serait d'intégrer PrestaShop et de ne plus voir PrestaShop juste comme un front-end, comme on peut le faire sur du back-end pour front-end, mais aussi un élément central en fait dans la gestion de l'omnicanalité. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un PrestaShop sans forcément faire appel justement à son front office. En conclusion, on a vu plusieurs axes. On a vu les interactions de base de données au système de fichiers. On a vu la partie Secured Customization et sur les efforts qu'on veut mettre en place en termes d'entreprise PrestaShop SA. C'est colossal. Et ça ne se fera pas sans des contributions externes.
On a eu beaucoup de discussions et j'attends en fait aussi un peu peut-être des questions sur comment ça pourrait se faire. Et voilà, et je vous écoute. Merci. Merci beaucoup, Fabien. Merci beaucoup, Fabien. On va prendre deux questions. C'était super clair, hein, c'est ça? Alors merci pour la conférence, c'était très intéressant. J'ai une question concernant les overrides, justement. Tu en as parlé, je pense que c'est vraiment le point de départ pour essayer d'avoir cette immigration frictionless. Il y a un travail qui avait été entamé, je crois, par Dimitri et ses équipes il y a un petit moment, sur faire un inventaire global de tous les différents overrides qui étaient utilisés, pourquoi ils étaient utilisés et quels hooks pouvaient être mis en place pour justement éviter qu'ils soient réalisés. Donc je ne sais pas si toi tu as la réponse, ou en tout cas peut-être Dimitri, mais il y a peut-être déjà une réponse sur les overrides et sur peut-être la pertinence de les retirer, si en tout cas c'est possible. Yes, ça tombe bien que tu poses la question parce que du coup c'est une opportunité de mon côté pour Q2, donc là ce trimestre-ci. Donc depuis un an on analyse au moment des validations techniques des modules tous les overrides qui sont faits par les modules, donc on sait dans quel fichier et quelle fonction du fichier. Du coup ça nous donne une priorité. Donc là sur ce trimestre-là on va essayer d'ajouter pour la V9 ou pour les versions suivantes, parce que ça n'a pas besoin d'être sur une majeure pour ajouter un hook, on va ajouter le plus de hooks possible là où il y a les modules, on les utilise le plus en forme d'override actuellement. Du coup, c'est une volonté, et à terme, l'idée c'est, in fine, d'interdire les overrides sur les modules dans le cadre d'une distribution. C'est pas de retirer le fonctionnement des overrides de PrestaShop. Quelqu'un qui maîtrise son site de A à Z chez lui, s'il a envie de faire des overrides, il peut le faire. Mais dans le cadre d'un module distribué à l'ensemble des marchands, ça pose beaucoup plus de problèmes que ça n'apporte de solutions actuellement. Vous le voyez sûrement côté support, etc., où vous n'avez pas le contrôle sur ce qui est déjà présent sur la boutique ou non. Et du coup, on a une volonté de contribuer. D'ailleurs, c'est pas très dur d'ajouter des hooks dans le corps, donc n'importe qui peut le faire aussi dans la communauté. Mais nous, on a la data de savoir quels hooks sont les plus utilisés pour cibler ça en priorité. Donc c'est quelle échéance, la disparition des overrides? Déjà, on ajoute des hooks, et ensuite on a le problème du fait que, je sais pas, si on prend les modules par exemple de Business Tech et PrestaModule, ils vont quand même continuer à supporter les anciennes versions de PrestaShop. Donc techniquement, ils auront toujours des hooks. Donc je pense que quand nous, on sera sûr que vous êtes capable de faire 95% de ce que vous voulez avec des hooks et plus avec des overrides, on interdira probablement les overrides pour les nouveaux modules soumis sur la marketplace. Et après, il faudra laisser le temps faire pour qu'il n'y ait plus aucun marchand en 1.5, 1.6, 1.7, 8 et 9, probablement. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Merci, on respire. Une autre question? Petite question. Du coup, quel va être le niveau de transpiration nécessaire pour un passage de 8 à 9, 9 à 10? Très bonne question. Aujourd'hui, sur des versions 8 à 9, on reste avec des breaking change. Sur la partie 10, le 10, c'est à nous de l'écrire. Donc c'est à nous de faire que ce soit moins compliqué en termes de seamless upgrade. Sur la partie 9, en fait, la partition elle est déjà plus ou moins écrite dans le sens où PrestaShop 9 sort cette année. Et donc, qui dit cette année, dit période de freeze fonctionnelle, le temps que les modules se mettent à jour. Et donc, fonctionnellement parlant, ça sera une préoccupation dans la roadmap, mais l'effort est beaucoup plus grand, comme on l'a pu le voir ici, pour avoir quelque chose sans friction sur la version 9. À nous que la 9 soit le tremplin, en fait, pour cette migration sans friction sur la version 10. Je continue alors. Non. Pardon. Ce que j'allais préciser sur
sur les délais de mise à jour des modules. Sur la 8, on n'a pas assez mis la pression sur les éditeurs de modules pour qu'ils se mettent rapidement en conformité, ce qui fait qu'on n'est toujours pas à 100% de modules compatibles sur la marketplace avec PrestaShop 8. Pour PrestaShop 9, les règles vont un peu changer, dans nos CGV en tout cas. C'est qu'à partir de la freeze de la version open source, on communiquera et donc les développeurs, on les incitera à se mettre en conformité d'ici la release en fait. Et au moment de la release, il leur restera que 3 mois pour être compatible avant d'être retiré de la marketplace. Donc on sera sur entre 6 et 9 mois, ça dépend de la période de freeze. Ça peut être 3 mois avec les bêtas, mais selon ce qu'on trouve ou autre, ça peut être un peu plus long. Mais l'idée, c'est qu'au moment de la release, on laisse que 3 mois de suite pour être en conformité. Et c'est aussi aux éditeurs de modules de faire le travail d'être compatible au jour J de la sortie pour montrer qu'ils suivent l'écosystème et qu'ils sont impliqués. Et ça aidera toutes les agences pour migrer leurs marchands aussi, parce que s'il y a encore tant de boutiques sur un 6, mais surtout sur un 7, c'est parce qu'il y a encore des gros modules qui sont pas compatibles. Et est-ce que la distribution PrestaShop SA va sortir en même temps que la distribution open source? Parce qu'il y a eu ce problème sur la... Un peu dit. Donc Add-on, c'est basé sur la version open source ou la version PrestaShop SA? Alors c'est justement sur ça où on s'est un peu déchiré nous de notre côté au moment de la sortie de PrestaShop 8, parce qu'il y avait la date, c'est sorti en octobre 2021 je crois, PrestaShop 8, alors que nous, notre version packagée avec nos modules, c'est sorti en mars 2022, et on ne savait pas quand démarrer le compteur. Donc là je pense que ce sera plutôt lié à la version open source qu'entreprise, parce que la version entreprise c'est un service que nous on vend, mais l'écosystème lui il utilise majoritairement pour le moment la version open source. Donc c'est pas parce que sinon on décide d'attendre 1 an pour release notre version, ça vous pénalise vous qui utilisez la version open source au final. Donc c'est plutôt basé sur la date de la release open source. Ok, merci Dimitri. Un max de bruit pour son anniversaire s'il vous plaît. C'est gentil d'avoir choisi ton anniversaire pour le fonder. Et merci d'être là parce que tu ne devais pas être là. Merci d'avoir changé la date. Et un tonnerre d'applaudissements pour Fabien.